Et donc, on continue avec Hubert Joannet sur les propositions de l'Académie nationale de chirurgie pour les écoles de chirurgie. Et c'est là qu'on va voir que tout se retrouve ensemble, en définitive. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, donc, c'est l'aboutissement d'un. D'ailleurs, c'est pas l'aboutissement parce que c'est un long processus, mais qui n'est pas encore terminé. Parce en fait, l'Académie de chirurgie s'est intéressée à la formation pratique des opérateurs d'abord en mars 2024 avec un colloque à l'Assemblée nationale, puis la rédaction d'un rapport en septembre 2024, qui est là d'ailleurs. Ce rapport est éventuellement à votre disposition. Il est visible en open data en numérique. Et puis, aux rencontres internationales chirurgie francophone, nous avons discuté 2 jours et demi sur ce sujet, donc en octobre 2024, et nous avons reçu Bruno Bonnel de France 2030, qui a dit ben, présentez-nous un projet. Et donc, nous avons mené au sein d'un groupe de travail de janvier à juin 2025. Ce groupe de travail, sous la direction de Dominique Franco et Philippe Marre, réunissait des académiciens, mais surtout des acteurs, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans les écoles de chirurgie. Donc, vous voyez, Astrid Herrero à Montpellier avec Prépa-Bloc, Thomas Hubert à Lille, Christelle Langotino à Rennes, Thibaut Poujade, qui est une école privée Skylab, Pierre Groche Marseille, Louis Sibert à Rouen, Hervé Tomaso à Rennes et Nguyen Tran à Nancy. Et donc, c'était quel est l'état des lieux et comment voyez-vous les choses? Alors, on a fait 2 constats. Le premier constat, c'est que la demande est considérable. Et Marc-Olivier Timsit l'a rappelé récemment, 55 000 passages. Alors évidemment, on a beau dire c'est Paris, c'est l'Île-de-France, c'est la paix, ben 55 000 passages, ça reste considérable. Et on imagine que dans les autres CHU, la demande est également considérable. Alors quand on avait analysé justement les demandes des collèges pour les écoles de chirurgie, ben, les 13 spécialités chirurgicales étaient concernées. Il y avait donc 9 spécialités médico-techniques, c'est-à-dire en fait la médecine interventionnelle et les anesthésistes réanimateurs. Je rappelle que les anesthésistes sont leaders en matière de simulation. C'est eux qui ont expliqué à l'HAS qu'il fallait jamais opérer un malade la première fois. Et donc, à partir de là, bah, effectivement, il y a nécessité d'une formation par simulation. Et puis, en dehors de ça, il y a des spécialités médicales qui sont demandeuses, probablement pour les actes purement techniques, simples, satellites, qui ne sont pas forcément leur cœur de métier, qui sont demandeuses de formation à l'école de chirurgie. Donc, ça concerne des chirurgiens, des internes. Je rappelle qu'il y a quand même 289 internes de gynécologie par an qui sortent en promotion. C'est la plus grosse spécialité représentée. Des médecins interventionnels, des IBOD. Je rappelle qu'il y a des discussions depuis plusieurs années entre la DGOS et le Conseil d'État parce que cette histoire d'aide opératoire et d'IBOD n'est toujours pas réglée parce que les écoles d'IBOD ne peuvent pas absorber la formation des aides opératoires qui ont une formation sur le terrain et donc qui peuvent faire une VAE, les IAD, les sages-femmes, les ingénieurs biomédicaux. Tout ça en harmonie avec le laboratoire d'anatomie, le centre de simulation, parce qu'on n'enseigne pas que des gestes techniques dans ces écoles de chirurgie, on enchaîne également les soft skills, c'est très important, on fait un travail d'équipe, et donc ça doit absolument être pris en compte. On parle de formation initiale et de formation continue. La formation initiale est clairement l'exclusivité de l'université, mais je ne vois pas bien pourquoi l'université se libérerait de la formation continue, alors que ce sera pour elle et pour ses écoles de chirurgie une source de revenus financiers. Et donc, de mon point de vue, il n'est pas possible, en tout cas, je donne mon point de vue personnel, mais ça va être très compliqué de séparer la formation initiale de la formation continue, en particulier lorsqu'on parle de budget. Si on veut équilibrer les comptes, il faut prendre tout en compte. Et puis, bien sûr, on parle de la certification qui n'existait pas, qui a débuté en janvier 2023.
qui n'est toujours pas encore vraiment mise en place, mais la recertification va concerner la totalité des spécialités médicales et un certain nombre de ces médecins ou chirurgiens viendront dans ces écoles de chirurgie, en tout cas feront des demandes. L'état des lieux des écoles de chirurgie, ben, je ne reviens pas, puisque Christelle Niambotimo l'a très bien exposé, et je peux rappeler d'ailleurs que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a eu cette enquête en France pour faire la cartographie de ce qui existe et qui va permettre de porter des conclusions. Donc, les écoles de chirurgie font face à une demande croissante, elles doivent être pérennisées, elles doivent être harmonisées avec ce qui tourne autour, c'est-à-dire le laboratoire d'anatomie, les centres de simulation, avec des moyens mutualisés. Ça a été évoqué, mais les équivalents temps plein, c'est très cher, c'est toujours cher, hein, que ce soit pour l'enseignement ou pour la recherche. Eh bien, il faut que ces moyens puissent être mutualisés. Il faut que ces écoles de chirurgie soient labellisées avec des évaluations qui soient validées, si j'ose dire. Il faut qu'elle soit organisée sur le territoire. Évidemment, chaque Français voudrait avoir un CHU en bas de chez soi. Eh ben, chaque chirurgien n'aura pas une école de chirurgie en bas de chez elle. Et il y aura des petites écoles de chirurgie qui feront très bien des formations pointues. Il y aura des écoles de chirurgie qui auront beaucoup plus de moyens. Mais il faut, comme dit l'autre, s'organiser. Il faut qu'elles soient hiérarchisées. Et enfin, il faut qu'elles soient identifiées par les tutelles et les financiers. Parce qu'on discute là entre nous, on discute dans les facultés de médecine, mais je pense qu'il y a peu d'intervenants, que ce soit des donateurs, que ce soit des politiques ou ça, qui connaissent, qui savent ce que c'est que des écoles de chirurgie et ce que ça représente et les besoins que ça représente. Alors, donc la première proposition, c'est un statut pour une école standardisée et qui soit un statut qui soit standardisé et pérenne surtout. C'est-à-dire que là, on ne sait pas où on s'est mis d'accord avec le CHU. Bon, il y a un budget, mais il est prévisionnel sur 2 ans, enfin, etc. Et donc, il faut que ça soit identifiable. Alors après, le statut, nous, on n'a pas d'opinion précise, mais il faut que ça soit une entité qui existe, qui soit reconnue et qui soit bien sûr sous l'autorité du doyen, parce que ce sont les doyens qui portent à bout de bras ces écoles, et donc c'est normal que ce soit eux qui aient l'autorité, avec un directeur d'école reconnu et un comité de pilotage. Le but, c'est que dans chaque école, il y a une harmonisation entre les différentes entités, hein, le laboratoire d'anatomie, le centre de simulation et les laboratoires animaux, que les moyens soient mutualisés. Parce que quand on dit, bon, alors c'est vachement bien réglé parce que le don du corps, c'est très réglé, donc il y a un tel qui décide, etc. Très bien, ok, il y a des règles, ok, pas de problème. Mais au moins, il faut quand même mutualiser les moyens, hein, parce que sinon, on veut bien faire, mais on n'y arrive pas. Il faut un budget prévisionnel, hein. Il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas de budget prévisionnel, ça se discute un peu dans le cabinet du doyen en fin d'année. Il faut une évaluation pédagogique, il faut des critères de labellisation et il faut un programme de recherche pédagogique. En d'autres termes, l'école de chirurgie n'est pas une variable d'ajustement dans une faculté de médecine. Il faut que cet élément soit pris en compte. Alors, une organisation régionale, hein, avec une gestion centralisée. On a beaucoup apprécié ce qu'a fait le réseau Hugo en Bretagne, qui concerne donc la Bretagne, les Pays de Loire et le centre Val-de-Loire, c'est donc 3 régions administratives en France, où ils sont très bien organisés entre eux, c'est-à-dire que si on veut faire la simulation d'ophtalmo, on va aller là. Si on veut faire des études sur les prothèses de hanche ou apprendre à poser des prothèses de hanche ou des nouveaux matériaux, on va aller là, etc. Ils gèrent bien leurs moyens, ils mutualisent les moyens, ils mutualisent les investissements, ils mutualisent les démarches administratives, parce que ça aussi, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais que plus ça va, plus il y a de papier, c'est pas propre aux chirurgiens ni aux médecins, hein, c'est généralisé. Et puis, entreprendre l'éventuelle création soit d'un groupement de coopération sanitaire, soit d'un groupement d'intérêt économique. Tout ça, ça ne se gère pas tout seul. Et en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les écoles ne peuvent pas tout faire. Ne peuvent pas tout faire. Troisième proposition, un conseil national des écoles de chirurgie, sous l'autorité de la conférence des doyens, réunissant les directeurs d'écoles publiques et privées. Ce sont les acteurs, hein, et pas des... C'est maintenant, il y a des... Enfin, depuis longtemps,
il y a des commissions où il y a plein de gens, mais qui ne sont pas les acteurs. Ils sont des représentants d'eux, etc. Non, il faut que ce soit les acteurs qui discutent entre eux et qui, avec un conseil d'administration, un conseil pédagogique, un conseil scientifique, et que les choses soient organisées en France de manière à ce que tout le monde puisse mener ses projets, développer ses activités en bonne intelligence, avec un conseil qui reçoit les appels à projets des écoles, les interlocuteurs identifiés, qui soient des interlocuteurs identifiés des tutelles et des donateurs, la répartition des investissements. Les chirurgiens pédiatres, ils veulent des simulateurs pour le pédiatre. Bon, bah, c'est spécifique, ça c'est pas donné. Bah, il faut que tout ça soit bien réparti, bien organisé entre les différents acteurs. Veiller aux critères de labellisation, générer des conventions types avec les industriels. Il y a une très grande frilosité des universitaires vis-à-vis des industriels. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui n'arrivent pas, qui sont prêts à respecter, en particulier des multinationales américaines. Ils savent ce que c'est que les avocats, les choses comme ça, etc. Ils vous parlent toutes les 2 minutes de compliance, hein. Donc, ils savent ce que c'est. Ils sont prêts à appliquer les règles, mais on leur dit non, non, mais nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas avec les industriels. Bon, il faut qu'il y ait une prise en compte de ces possibilités. C'est l'intérêt des écoles de chirurgie, c'est l'intérêt de l'université. De toute façon, c'est les universitaires qui ont la main, c'est les universitaires qui font le projet pédagogique, mais il faut avoir un bilan qui soit équilibré. Et enfin, l'enseignement, ça permet de promouvoir aussi des projets de recherche. Voilà. Alors, nous avions invité la présidente de la conférence des doyens, Madame Isabelle Lafont de Montpellier, qui est tout à fait d'accord pour échanger avec nous, mais elle avait souhaité qu'on échange en amont. On l'a senti assez réservé globalement. L'Académie, elle est là pour faire des propositions, pour aider, faciliter les choses. Et donc, nous échangerons avec elle et avec la conférence des doyens pour que les écoles de chirurgie soient plus pérennes, plus à l'aise et mieux organisées entre elles, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, c'est très bien, mais finalement, si on peut s'organiser entre soi, c'est mieux. Ça me fait un peu penser personnellement, et Dominique, tu es bien placé, sur le début de la transplantation hépatique en France, où il y avait, je ne sais plus, 40 équipes de transplantation hépatique. Tout le monde s'est donné beaucoup de mal, etc. Et puis finalement, avec le temps, les choses se sont rationalisées. Et c'était l'intérêt de tous. Au premier rang des patients, là, parle pas de patients, on parle de chirurgiens. Et c'est ça aussi l'intérêt. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup Hubert pour cette présentation très claire des aboutissements de notre travail. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je voulais féliciter Hubert pour son timing. Il est 17 heures pile. Bravo. Est-ce que vous êtes fatigué? Albert Claude, une question? Habillé. Je laisse Albert Claude avant. Vous voulez la pause avant? Non, mais d'abord, Marc-Olivier, vas-y. Non, non, non. C'était non, juste non, pour dire, alors c'est à la fois une remarque plus une question, parce que moi j'ai découvert, parce que je suis un peu profane là-dedans, et en allant dans les conseils d'administration, eh ben, je me suis quand même rendu compte qu'en fonction des universités, la composante santé, et puis au sein de la composante santé, la composante médecine, et au sein de la composante médecine, la chirurgie, la médecine interventionnelle, elle est pas hégémonique. non. Et en fait, il y a une différence entre le vœu pieux qu'on a avec les doyens et avec nos facultés santé et avec la réalité d'un conseil d'administration d'une université qui, globalement, quand il y a des chirurgiens qui ont des jouets à 3 millions et qui disent bah, j'aimerais bien avoir 1 million en plus pour acheter un autre jouet, et que sur leur composante littérature étrangère et médiévale, ils ont un budget de 10 000 euros. Enfin, je caricature un petit peu, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie ça aussi, qui fait que ce n'est pas du tout évident d'avoir l'université au sens conseil d'administration derrière toutes ces décisions-là et des enjeux qui sont assez complexes. Voilà, c'est juste une petite remarque pour dire bah, les doyens, ils sont doyens, mais de la composante santé ou de la composante médecine. Là, je parle des doyens de faculté de médecine. Oui. Je ne parle pas des. Ça, c'est pour avoir été justement à Paris, Marie Curie. C'est pour ça que j'avais été mis d'ailleurs. Micro. Bon, c'est pour ça que j'avais été mis pour justement s'occuper des étudiants et
rentrée d'argent par les étudiants. Il y a quand même des techniques pour... il y a des techniques pour faire que la composante santé, par exemple à Pierre et Marie Curie, sans la médecine, on ne pouvait rien faire. Donc, ça permettait d'avoir, y compris d'ailleurs pour l'Académie de chirurgie, des choses intéressantes. Mais ce que tu dis est vrai. Euh, mais il faut quand même, faut pas qu'on soit naïf vis-à-vis de nos doyens, parce que nos doyens ont été quand même un peu maladroits pour un certain nombre de choses, y compris pour les récentes réformes des enseignements qu'ils ont faits. Et donc, je pense qu'il faut, personne n'est parfait, nous non plus, mais il faut leur dire qu'on a aussi un peu l'expérience des fonctionnements des choses. C'est-à-dire que demander aux internes de faire des DU ou des DIU que les internes ne peuvent pas s'offrir, il faut essayer de trouver une autre formule, quoi. Voilà. Des grands spécialistes des DIU. Oui. Moi, je voulais juste avoir votre avis parce que, en fait, comment ne pas baisser la garde? On a vu qu'il y a une forme de résistance de la conférence des doyens. Est-ce que une commission des écoles de chirurgie au sein de l'académie, quelque chose de non formalisé administrativement, mais une commission de travail, peut peut-être continuer à se mobiliser, à intégrer. Je pose une question, parce qu'autrement, le soufflet va tomber. Il y aura le rapport. On voit qu'il y a quelques doyens, celui de Rioux, etc., bon, qui lui pousse parce qu'il veut que Paris ait sa grande école de chirurgie. Mais les écoles en France, lui, c'est pas tout à fait son problème. Il veut son école à Paris. Moi, je crois pas qu'il y a je ne pense pas qu'il y ait d'opposition de la part des doyens. Je pense qu'il y a une incompréhension. Alors, une compréhension. Comment avancer? Un manque de prise ou la peur. et un manque de prise en compte. C'est-à-dire que chacun se débrouille dans son coin. Il fait comme il fait bien, enfin autant qu'il peut. Mais on voit bien que les directeurs d'école, ils sentent bien qu'ils sont sur la branche. Tu vois, même les écoles qui sont les plus anciennes, hein, et les plus avancées. Hein. Pour les doyens, une possibilité, on peut faire intervenir, puisqu'on en a parlé dans les écoles avec les projets de recherche, hein, le PDG de l'INSERM, Didier Samuel, qui était avant président de la conférence des doyens. Pourquoi? Parce qu'il est quand même le plus chirurgical des médecins, je tiens à le rappeler. Et je pense qu'il est complètement pour cette création des écoles de chirurgie. Donc, il faut le faire intervenir parce que je pense qu'il peut faire pousser et ça peut être une option éventuelle. Nous allons de toute façon avoir un échange avec, c'est prévu, hein, je veux dire, avec la conférence des doyens et puis on verra comment les choses se passent. Je pense qu'un des problèmes vis-à-vis des doyens, c'est l'association au centre du don des corps. Et ils ont extrêmement peur du problème de l'utilisation du corps humain. Et lorsque a été discuté, nous avons été au ministère pour l'école de chirurgie de Paris sur la convention pour savoir comment fonctionner avec le centre du don des corps du laboratoire d'anatomie, puisque nous ne sommes pas adossés à une faculté. Les représentants, le conseiller des ministères étaient extrêmement réticents sur l'utilisation des corps. Je pense que nos doyens sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils disent utiliser des corps. Alors, ils ont tous, à mon avis, le scandale de Descartes derrière, mais c'est ça leur réticence. Je pense que c'est avant tout ça. Sur le problème, parce que chaque fois qu'on parle d'école de chirurgie, on met aussi donc l'utilisation de sujets anatomiques. Je pense que ce sujet-là est probablement la partie, on va dire, délicate. Sur ce sujet, est-ce que je peux dire un mot? Oui, vas-y, Christelle. Merci. En fait, je ne sais pas, parce que justement, le scandale des dons du corps a fait qu'il y a une loi qui a été votée, qui est du coup une loi qui est extrêmement, extrêmement stricte, avec un comité scientifique et pédagogique, avec... Donc en fait, c'est plutôt assez bordé aujourd'hui sur l'utilisation des corps. Et on est tous d'accord que apprendre la chirurgie sans corps, sans sujet anatomique, c'est compliqué. Donc du coup, je ne suis pas sûre que
ils aient peur spécifiquement de ça. Je pense qu'il y a un problème de moyens et que je suis assez d'accord avec ce que tout le monde dit. Ils ont les internes de dermato, ils ont les internes d'autres types de spécialités médicales avec des demandes financières importantes et des compromis que nous, dont on n'a pas idée. Je suis pas sûre que que ce sujet-là soit si problématique que ça, vraiment. Et alors pour toi, Christelle, quel est le problème? Bah, en tout cas, si de manière assez, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'une partie du problème, c'est le fait qu'il y a qu'il y a peu d'argent, mais qu'il y a aussi une peur de l'industriel. Aujourd'hui, c'est ce qu'a présenté Marc-Olivier, il y a la possibilité d'offrir des formations continues. On a la chance d'avoir des personnes brillantes dans les universités qui réfléchissent à des contenus pédagogiques. On a des locaux, on peut offrir des workshops rémunérés qui pourraient permettre en fait de venir équilibrer les dépenses-recettes pour profiter à la formation initiale. Mais il y a une sorte d'appréhension des partenaires privés. Je pense que ça, c'est peut-être une partie du problème. Il y a un autre sujet. Merci, Christelle. Il y a un autre sujet qui est actuellement avec Marie-Paul Vasquez, on travaille avec une médecine sur le problème de la photographie. C'est un sujet majeur. Actuellement, la photographie dans le milieu médical, pour un certain nombre de spécialités où c'est absolument indispensable, c'est pas du tout pris en compte. Donc tout le monde photographie avec ses portables. Donc sur le plan de la confidentialité, on est complètement, complètement à l'ouest. Hein. Et c'est un truc. Et aucun directeur d'hôpitaux d'assistance publique n'a envisagé le problème du financement de la photographie ou de la vidéo. On a évoqué ça aussi tout à l'heure. Et donc là aussi, c'est un sujet. Alors, je suis en train de voir, par le biais de la nomenclature, comment on pourrait faire certaines choses. Mais depuis que la photographie existe, ce sujet-là n'a jamais été traité. Et actuellement, c'est quelque chose comme 400 à 500 000 photographies par an qui sont faites dans certains services. Un service. Le nombre de photographies qui sont faites. Et faites avec les portables, donc aucune protection, rien. Bon, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec ça, mais qui, pour un problème purement financier, d'organisation et de sous, n'est pas réglé. Y a-t-il encore d'autres remarques ou d'autres questions? Eh bien, je propose que la session soit suspendue. Ah, pardon. Oui, on m'a demandé de faire une courte conclusion. J'ai fait une conclusion très, très élémentaire. D'abord, c'est la conclusion d'1 an et demi de travail. Hein. La première chose, c'est que la formation pratique des chirurgiens et des praticiens interventionnels a évolué en raison des développements technologiques. Que cette formation pratique qu'on va mettre en place, elle s'adresse, on a bien dit plusieurs reprises, principalement aux étudiants du 3e cycle des études médicales, et donc elle dépend essentiellement de la faculté de médecine de l'université. Elle requiert des moyens spécifiques en équipement, en particulier dans le domaine de la simulation. Et on a vu que la simulation, c'était extrêmement large. En tout cas, ça va de l'animal au simulateur extrêmement élaboré et en ressources humaines. Tout ça, c'est cher. On sait que ça fait peur aux universités et qu'il faut trouver des moyens auprès des entreprises pour pouvoir payer cette simulation. Cette formation est actuellement réalisée au niveau d'écoles de chirurgie et Christelle a très bien montré que l'organisation et les moyens sont extrêmement disparates et sans reconnaissance institutionnelle. Donc l'Académie a mené une enquête approfondie sur les écoles de chirurgie et elle propose un schéma d'organisation permettant un équilibre régional de la formation pratique. On a vu qu'il est bien organisé
au niveau parisien, qu'il est bien organisé dans l'ouest de la France. Il faut établir ce schéma régional au niveau de tout le territoire français, en sachant que certaines formations seront d'ordre national. Quand il y a très peu d'étudiants d'une spécialité, on va les faire venir peut-être à Paris pour être formés, point. Mais avec donc une gouvernance nationale. Et donc la dernière suggestion, ça reprend tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que les écoles de chirurgie, elles ont besoin d'être institutionnalisées. Voilà, elles doivent avoir un point de repère et elles doivent être incluses dans les UFR médicales. Alors, Albert Claude proposait qu'une commission de l'Académie qui soit dédiée à la poursuite de ce travail. Effectivement, ce travail, c'est un travail d'analyse qu'on vient de faire maintenant. On a vu qu'à Paris, les choses sont en train de se mettre en place et d'évoluer. Il faut qu'on le fasse évoluer dans le reste du territoire. Et probablement le même groupe qui a travaillé jusqu'à maintenant peut continuer dans ce domaine. Voilà. Voilà les conclusions très simples de cette journée. Excellent. Je peux dire un mot de remerciement à Philippe Marre, qui a été un peu l'instigateur pour l'Académie de chirurgie de cette réflexion. Et on a tous suivi avec plaisir son idée. Et je crois que c'était une grande idée. Merci beaucoup.